Bon, voy a presentar brevemente en español a nuestro ilustre invitado y posteriormente vamos a tener una conversación en francés, que tengo entendido que hay traducción automática, así que muchas gracias por la asistencia. Y bueno, presentar a Hervé Letellier para mí no solo es un privilegio, sino que un tremendo agrado y oportunidad, dado que en el caso mío he estado leyendo su parte importante de su obra antes de la anomalía y después con la no anómala anomalía. O sea, para mí realmente es una tremenda oportunidad. Ahora, Hervé, por lo demás, hizo estudios de matemáticas, lo que llamaríamos matemáticas puras, en teoría de números, y en algún momento bifurca y se dedica al periodismo, a escribir, a la literatura. Y dentro de la literatura une su matemática con una actividad, bueno, como decía, y comienza a escribir en el marco del grupo Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, que esencialmente lo que hace es crear literatura usando reglas formales, tal como en matemática hay sistemas postulados, sistemas axiomáticos, y ahí desde esos sistemas en matemática aparecen teoremas, verdades matemáticas, y se arma todo un constructo como la geometría. Algo de ese estilo hace el grupo Oulipo y en particular Hervé, el cual, diría yo, voy a tomar varias obras, entre muchas, tiene más de 40 pequeñas obras grandes en todos los ámbitos, las digo en francés, tiene Assez parler d'amour, Electrique W, La disparition de Perec, un hommage, bien sûr, à l'autre Perec, Toutes les familles heureuses, y, por cierto, La Anomalía, que es un libro que escribe el 2019 y que el 2020 obtiene el más prestigioso premio francés, francófono, que es el premio Goncourt de literatura. Y ahí, sorprendentemente, es traducido a un montón de lenguas y vende millones de ejemplares. Esencialmente, para conversar la conversación con él, que es lo que nos importa hoy día, voy a decir solo una cosa. El esqueleto de la anomalía, la parte central, pero que deriva en muchas otras, es el hecho que en medio del Atlántico un Boeing 787 de Air France, el 006, se mete en una turbulencia y sale de la turbulencia, llega al aeropuerto Kennedy un avión y 3 meses después llega el mismo, con las mismas maletas, con los mismos pasajeros, el mismo piloto, se duplican. El resto del libro tiene 2 componentes. Una es la historia de parejas de marzo y de junio, cuando llega el otro avión, que se duplican, uno con una experiencia 3 meses más que los otros, que es muy interesante, y la otra es fundamental, es decir, oye, ¿cómo diablos esa violación de las leyes naturales, que un objeto tan grande como un Boeing, con toda esa gente, se duplique? De eso vamos a hablar. Y la primera cuestión que yo voy a hacer, c'est si est-ce que tu as eu des turbulences en ton vol? On verra dans 3 mois si mon vol a eu des conséquences. J'ai entendu, pardonnez-moi de ne pas parler espagnol et de ne pas le comprendre non plus, même si j'ai compris les mots matematica, oulipo, duplica, qui sont très proches des mots français, et donc ça me permet quand même de réagir à ça. La question de... Je vais répondre autrement sur la question du double en littérature. Le double en littérature est une thématique très ancienne. Vous la trouvez chez Gilgamesh, donc dans des textes mésopotamiens. On la trouve évidemment dans la mythologie grecque avec Amphitryon, avec Sosie. On la trouve évidemment chez Dante, on la trouve chez Dostoïevski, on la trouve dans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc à chaque fois, les thématiques sont différentes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la confrontation, ça c'est le cas de la confrontation de Gilgamesh, on a aussi le double qui vieillit face à celui qui ne vieillit pas, c'est Dorian Gray, on a aussi l'idée du Dr Jekyll et Mr Hyde, donc des 2 parts en nous qui sont des parts qui s'opposent et qui néanmoins font partie du même être. On a aussi d'ailleurs l'équivalent dans un livre de Calvino qui s'appelle Le Vicomte pourfendu
dans lequel le double est traité de manière encore différente. Donc cette question du double en littérature est à la fois très ancienne et très moderne. Y compris chez Borges, on a ce thème du double dans une nouvelle qui s'appelle L'autre, où Borges, le vieux, devise avec le jeune. Ce thème du vieux qui devisait avec le jeune ne m'intéressait pas, c'est-à-dire que je trouvais que c'était une thématique ancienne et que ce qui méritait d'être, à mon avis, traité, c'était celle à la fois du double qui est semblable et celui qui néanmoins, par les 3 mois de différence, tout petit écart, permet au destin d'avoir accompli son œuvre. Et en 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses. On peut mourir, on peut rencontrer quelqu'un, on peut quitter quelqu'un, on peut tomber enceinte, on peut... voilà. Et toutes ces hypothèses donnaient naissance à chaque fois à un traitement particulier. Et ça permettait d'avoir, à travers un livre comme justement l'anomalie et la multiplicité des personnages, ça permettait de traiter la question de la réaction individuelle, à chaque fois singulière, à cette question de la confrontation à soi. Oui, parce que toi, tu as choisi à peu près une dizaine de couples. Oui. Donc, par exemple, et après, tu as mis un style particulier à chacune. Oui. Quand tu parles de Blake, par exemple, le tueur à gages, il y a un style, et puis quand tu parles de Miesel, ça, c'est une autre chose. Oui, c'est-à-dire que... alors là, c'est le travail littéraire qui intervient, c'est-à-dire la faculté pour un auteur de pouvoir ancrer chacun des personnages dans leur univers. Or, en littérature, les univers sont extrêmement divers. Ça va du roman intimiste au roman introspectif, au roman policier, au roman de science-fiction. Et à chaque fois, même si les styles peuvent parfois se ressembler, il y a quand même des nuances très fortes. Et j'avais décidé de commencer par le roman policier, c'est-à-dire par le personnage qui s'apparente à un topos du roman policier, qui est le tueur à gages. Et cette impulsion initiale dans le roman, c'est-à-dire la présence dès le début du tueur à gages, avait un côté fil noir étendu qui permettait de garder une tension littéraire tout au long du livre. De manière à ce que le lecteur ait envie de retrouver à chaque fois ce personnage. Ah oui. Et il y a un clin à William Blake. Voilà. Et il y a une référence à William Blake, bien sûr. On pense à Tiger, etc. Voilà. Donc il y a ce jeu avec les styles littéraires qui, à chaque fois, permettent d'ancrer un personnage. Et enfin, il y a cette question qui m'intéressait, qui est d'éviter de faire un conte de fées. Je pense que les livres méritent de porter en plus une question à chaque fois matérialiste. Et je voulais donc un livre qui porte une idée qui soit fantastique, c'est-à-dire en termes presque de l'ordre du merveilleux, parce que la confrontation à soi, c'est de l'ordre du merveilleux, et simultanément une explication qui nous emmène dans une partie de la réalité qui soit incontestable. Alors, voilà. La virtualité, elle est incontestable. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il n'y a aucun moyen de prouver qu'on a tort à quelqu'un qui dit « nous vivons dans une simulation ». Aucune expérience physique ne permet de démontrer que la personne qui affirme ça a tort. Et je trouve ça génial, en fait. Il y a John McCarthy, le créateur de nombreuses intelligences artificielles au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, répond à Fred qui pensait qu'on était dans une simulation en disant « pour y savoir, il faudrait chercher les erreurs d'arrondi ». Ça veut dire où ça cloche. Mais apparemment, on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'effectivement, il répond ça. Feynman répond ça parce que les erreurs d'arrondi se situent à la centième décimale. Ouais. Et c'est trop loin pour les ordinateurs. Et donc, on n'a pas encore aujourd'hui les capacités, et je pense qu'on ne les aura sans doute jamais, de prouver que nous sommes dans une simulation. D'autant plus que si nous trouvions l'expérience qui permet de prouver que nous sommes dans une simulation, la simulation elle-même, sachant que les êtres qui sont dans cette simulation auraient trouvé l'expérience qui permet de prouver qu'ils y sont, trouverait une réponse à cette question aussi facilement que... Voilà. Peut-être qu'ils seront aussi simulés, c'est comme voilà. les rêveurs de Borges. Voilà. Alors, ce qui est assez beau dans cette idée, c'est l'idée des mondes gigognes. Oui. C'est-à-dire que nous sommes peut-être simulés par des simulations qui sont elles-mêmes simulées. Absolument. C'est sans fin. C'est une chaîne infinie de simulation. Voilà. Et
On voit bien aujourd'hui que la puissance des ordinateurs, que la montée des intelligences artificielles, que la capacité exponentielle de traitement des processeurs rend de plus en plus à la fois plausible et tangible l'idée même d'une virtualité. Pour ma part, je ne pense pas qu'en tapant sur la table comme ça, je ne pense pas que mon doigt soit virtuel, que la table soit virtuelle, mais je me souviens d'avoir vu dans un journal scientifique qui s'appelait Scientific American, il y a assez peu de temps encore, le chiffre de probabilité que nous soyons simulés, et ce chiffre était de 47%. Oui. Et je trouvais ça très rassurant de ne pas être à 53%. Voilà. Donc c'est dire à quel point la notion même d'existence du monde est faible, ténue, puisque de plus en plus de gens, d'ailleurs, finissent par croire à cette hypothèse, Oui, mais quand même, y compris surtout dans si on est la Silicon simulé, Valley. si on est simulé, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien. Rien. Ça ne change rien. Parce qu'on croit à d'autres choses, on croit à des religions, etc. Donc on peut croire qu'on est simulé et puis on est là et ça va. C'est peut-être même pire en fait, parce que si on est simulé, ça veut dire que, autant je suis athée, autant si on est simulé, il se peut très bien que la simulation ait prévu de l'enfer, qu'elle ait prévu le paradis, ce qui ne lui coûte rien en termes de simulation. Hein. Il n'y a qu'à nous faire marcher dans des nuages pendant des millénaires, sans avoir faim, il n'y a qu'à nous supprimer la faim, et c'est bon. Mais on peut aussi nous faire marcher dans les flammes pendant des millénaires. Donc l'idée de l'enfer devient d'un seul coup plus plausible. Et je trouve ça à la fois terrifiant, et c'est un petit côté épisode de la série britannique Black Mirror, quoi. Et aussi la liberté là-dedans. Si jamais on est simulé, ça reste la liberté. Alors, ce que je trouve fascinant dans la théorie de la simulation, free will, j'ai dit, voilà. oui, c'est qu'elle repose quand même sur une théorie du chaos. Oui. Et cette théorie du chaos fait que, comme le théorème, ce qu'on appelle le théorème des trois corps, fait qu'on ne peut pas simuler la situation dans laquelle vont se trouver trois corps au bout de 2 heures, par exemple, c'est impossible. Donc autant dire que la simulation du monde, de manière générale, est sans doute impossible. En revanche, ce qui est possible, c'est de le simuler milliardième de seconde après milliardième de seconde, ce qui est tout à fait différent. Donc on ne peut pas prédire la situation du monde dans 5 ans, mais même si on est simulé, la simulation ne permet pas de déduire d'où nous en serons dans 5 ans, mais par contre, chacune des actions individuelles a un effet sur la simulation. Donc ça restitue finalement cette idée du libre arbitre d'une manière étonnante, c'est-à-dire que ça n'interdit pas que les actions que nous ayons dans ce monde aient des conséquences dans le monde, y compris simulé. Ce qui veut dire que nous mourrons vraiment, nous souffrons vraiment, nous sommes vraiment amoureux, la Terre se réchauffe, l'atmosphère se réchauffe vraiment, la pollution existe vraiment dans un monde simulé, etc., etc., etc. Les meurtres existent, les connards existent, voilà. Donc, et l'amour existe. Toi, tu parles beaucoup d'amour. Pas seulement dans l'anomalie, dans pas mal de romans. Et puis surtout dans l'histoire de... Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de 2 Miesel? Le premier, qui à un moment à l'Est, il trouve ce que sera la femme de sa vie, quoi, et qui retrouvera une fois son deuxième en juin. Oui, alors, juste avant de parler de Miesel, en une fraction de seconde, il faut expliquer que quand j'ai voulu traiter la question de la confrontation à la situation de la duplication, c'est-à-dire se retrouver face à soi-même, je me suis posé une première question qui était comment moi je réagirais. Et je pense que c'est la question que chacun se pose. Comment est-ce qu'on réagirait si, rentrant chez soi, on découvrait qu'on est 3 mois plus tard et que quelqu'un est déjà chez vous et c'est vous-même depuis 3 mois. Oui. Qu'il a fait des courses, qu'il a entretenu des relations avec votre ami. Bon, il y a une certaine jalousie qui peut s'installer. Donc je pense que moi, dans cette situation, je négocierais. Je n'irais pas le tuer et je n'irais pas non plus m'effacer. Et donc, j'avais trouvé finalement une petite 8aine de situations, plus d'une demi-douzaine, qui vont du sacrifice, la personne qui décide qu'elle s'efface et qu'elle disparaît pour laisser la place à l'autre, et pour ceci, il faut des conditions très particulières, et une deuxième situation
qui était extrême et qui était celle du meurtre, pour lequel j'avais trouvé le personnage du tueur à gages qui me semblait le plus capable de s'éliminer lui-même, avec beaucoup de froideur, avec beaucoup de logique et d'énergie, pour le dire pour le moins comme ça. Et donc, entre ces deux possibilités, il y en a une infinité. Il y a une infinité. J'en ai choisi finalement 8. Et parmi ces 8 solutions, il y en avait une que je trouvais intéressante, c'est que un des personnages n'est même pas confronté à lui-même parce qu'il est mort. Il s'est suicidé. Donc, il arrive et il profite finalement, cet écrivain, d'un livre qu'il a écrit très rapidement dans une sorte de transe pendant un mois, qui est le mois qui suit justement ces turbulences de l'avion et qui le perturbe au point qu'il devient finalement une sorte de dieu turiféraire de l'écriture qui le pousse à écrire un livre unique, un peu spécial, qui le conduit finalement vers la destruction. Il se détruit lui-même. Et lorsque son double arrive après sa mort, 2 mois plus tard, il est relu. Ce livre est devenu une sorte de livre culte. Voilà. Et l'auteur qui ressurgit ne se reconnaît pas lui-même. Donc j'ai trouvé intéressant l'idée d'un auteur qui est confronté à un livre qui a connu un succès, écrit par lui-même, mais dans lequel il ne se reconnaît pas. Donc il doit à la fois assumer le succès d'un livre qui n'est pas le sien, et en même temps assurer la continuité d'un auteur qui est lui. Oui. Donc c'est une situation un peu unique, qui n'arrive a priori jamais. Oui, mais apparemment, là, il écrit un autre livre, et il écrit et ça serait peut-être celui-là que tu as écrit. Peut-être. Tu laisses ambiguïté un petit peu. Oui, il écrit un livre dans le livre, qui est très différent de l'Anomalie, et qui s'appelle l'Anomalie, mais il décide d'écrire un deuxième livre qui raconte toute l'histoire, qui raconte effectivement toute l'histoire qu'il a vécue et peut-être l'histoire de tous les autres qu'il imagine, et qui s'appelle peut-être l'Anomalie. Donc c'est un jeu avec cette idée qui est très présente chez les écrivains, qui est le livre dans le livre. Oui. Le livre dans le livre est là aussi quelque chose qu'on trouve souvent et qu'on aime retrouver, parce que moi j'avais beaucoup aimé un livre de Gide quand j'étais adolescent qui s'appelle Les Faux Monnayeurs. Oui. Et Les Faux Monnayeurs est le titre en fait du livre dans le livre qu'écrit le narrateur Thomas, je crois. Et il y a aussi Dick avec le maître du Haut-Château. Oui, bien sûr, il y a Dick avec le maître du Haut-Château qui, en fait, poursuit un livre qui est une sorte de dystopie. Oui. Racontez pas le livre de Dick, mais c'est un livre très, très complexe et très intelligent qui rénove complètement, en fait, l'idée de la dystopie, parce que la dystopie du livre n'est pas le monde réel, c'est une deuxième dystopie, c'est ça qui est formidable. Absolument. Chez Dick. Et voilà, donc il y a cette idée du livre dans le livre écrit par un des auteurs qui m'intéressait. Et je voulais en plus que dans l'Anomalie, dans ce livre, il se trouve non seulement tous les styles littéraires, mais toutes les formes narratives. C'est-à-dire que ça va du poème à la chanson, en passant par le mail, en passant par la lettre, en passant par le SMS, en passant par l'article de journal, en passant bien sûr par le roman, en passant par l'interview, enfin le côté un peu administratif. Et la seule chose qui ne s'y trouve pas, et encore ça s'y trouve un tout petit peu parce que c'est évoqué, c'est le théâtre, parce qu'un des personnages va jouer, une des personnages est en train de jouer le rôle de Shakespeare, enfin une pièce de Shakespeare, de Roméo et Juliette, puisqu'il y a le personnage de Mercurio, voilà. Voilà. Et Mercurio, c'est pas un hasard si j'ai pris Mercurio, c'est que c'est aussi parce que c'est le sosie. Mercure est le dieu qui va prendre la place de sosie dans Amphitryon. Et là, en faisant tout ça, c'est une façon d'être Oulipo. Ça veut dire que tu prends les restrictions. C'est le type de restrictions que tu prends pour raconter tous les personnages. Oui, ce sont des contraintes qu'on s'impose au départ. Ce sont des contraintes légères, parce que ce ne sont pas des contraintes qui modifient ni la langue du livre, et qui ne sont pas non plus des contraintes qui sont très complexes au niveau de la structure. C'est une structure assez simple. J'ai souvent expliqué que c'était une tresse. En France, on a des colliers qui sont faits, ou des bracelets qui sont faits par les enfants, qui sont des Scooby-Doo, et qui sont des tresses de couleur, de plastique, qu'on mélange entre elles et qui finissent par réaliser une sorte de Scooby-Doo. Il n'y a pas d'équivalent en France à ça. Et
ça fait des bracelets multicolores. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le livre est une sorte de tresse multicolore de personnages, 8 personnages en particulier, plus quelques autres, qui constituent la trame du livre. Donc c'est une structure assez simple. Ça voulait dire que je m'imposais que les personnages reviennent de manière régulière et selon un rythme que j'avais choisi. Oui, mais il y a deux personnages qui n'étaient pas dans l'avion, qui c'est la mathématicienne et le matheux. C'est vrai. Ça, c'est la partie que j'appelle comédie romantique britannique. C'est-à-dire, pour moi, ce sont 2 personnages que j'ai pris dans un film de Richard Curtis, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui est celui qui a fait 4 mariages à l'enterrement, qui a fait Notting Hill, etc. Et donc il joue ce rôle, à part qu'ils sont extraits du monde mathématique, des 2 personnages qui veulent en permanence coucher ensemble, mais qui n'y arrivent jamais parce qu'il y a toujours quelque chose qui interrompt leur réunion. Donc je jouais avec cette idée de la comédie américaine, comédie pardon, plutôt britannique romantique, avec ces 2 personnages. Mais effectivement, j'ai des personnages qui ne sont pas dupliqués et dont j'ai besoin pour faire une sorte de tissu autour de toute l'histoire, pour ne pas avoir un livre trop expérimental. Je ne voulais pas un livre qui soit dans l'expérimentalité, je voulais vraiment un récit. Oui. Et avoir un récit, ça veut dire s'imposer de sortir de la contrainte dure et donner la priorité à la fiction plutôt qu'à la contrainte. Mais il y a une autre chose, c'est une espèce de, en parlant de, comme Matthieu, dans ton livre, il y a une espèce de dualité par rapport à pas mal de choses. Ça veut dire, normalement, par exemple, dans la réalité entre guillemets, hein, si on est civilé, c'est aussi une réalité, les vrais avions ont une tendance plutôt à disparaître. Okay? Toi, tu les fais apparaître. Et pas seulement un, il y a d'autres. Donc, ouais. C'est aussi une façon de diluer la réalité. Oui, et aussi, je pense, mon idée, c'était de dire quelque chose que je pense très profondément, mais qui est un avis de lecteur, qui est une vision un peu stoïcienne. Je vais prendre 5 minutes pour développer ça, parce que je trouve que cette vision... J'ai un peu de temps, j'ai vu. Voilà. Je pense que le rapport qu'on entretient avec les personnages dans les livres finit, au bout d'un certain temps, d'avoir une certaine réalité tangible au sein de nous. C'est-à-dire que quand Flaubert dit « Madame Bovary, c'est moi », et qu'on sait à quel point c'est vrai, parce que je rappelle que lorsqu'il est en train d'écrire la fin de Madame Bovary, où Madame Bovary meurt empoisonnée au cyanure, Flaubert est tellement pris par cette histoire qu'il va s'arrêter d'écrire pour aller vomir. C'est quand même une incroyable relation avec son personnage. Je pense que, même si ceci est très évidemment situation extrême de l'auteur, je pense qu'on a un attachement au personnage. Et qu'au bout d'un moment, ces personnages deviennent des formes d'amis, des sortes de relations tout à fait intimes qui finalement sont avec des personnages imaginaires, mais qu'on peut avoir aussi avec des personnages réels qui sont disparus. Quand on fait une thèse sur un sujet, et que le sujet est un individu, par exemple, on travaille sur un écrivain, on travaille si on est mathématicien, on travaille sur Alan Turing, on peut, au bout d'un certain temps de travail, connaître si bien Alan Turing qu'on a une relation amicale, affective avec Alan Turing. Je crois beaucoup à ces relations qui ne sont pas des relations entre guillemets réelles, mais qui sont des relations virtuelles tendues vers un monde soit de l'imaginaire, soit un monde du passé dont les acteurs ont disparu. Et à partir du moment où on fait ça, où on accepte cette idée qu'effectivement stoïcienne, que le corps est tout et que les relations entre les êtres ne sont rien, mais que tout est en nous, comme dans la relation avec un auteur, comme la relation avec un personnage, ça rend plausible encore plus le rapport de dualité entre un livre et une simulation. Parce qu'un livre devient d'un seul coup quelque chose qui est une sorte de simulation du monde, et il y a à ce moment-là une sorte de vision en abîme dans lequel les personnages du livre existent autant que des personnages réels de notre vie. Quand on est en train de les lire, tu les fais exister. Exactement. D'où l'importance des personnages, d'où l'importance de leur incarnation, d'où l'importance de leur définition dans chacun de leurs domaines,
d'avoir quasiment un curriculum vitae avec leur date de naissance quand on écrit, même si on ne s'en sert pas, mais de connaître leur âge, leur couleur de peau, leur goût sexuel, leur traumatisme d'enfance, leur destin d'adulte, tout ceci compte énormément de manière à ce que lorsqu'on commence à écrire, ils sont déjà devant nous. Et cette idée, c'est une idée qui est assez proche finalement de celle de la virtualité, puisque les personnages des livres sont des personnages virtuels. À partir du moment où on commence à les accepter, on se demande finalement est-ce que les amis qu'on a ne sont pas des personnages virtuels. Et ce basculement d'un monde qui est un monde imaginaire, qui est celui du livre, vers le monde dans lequel nous pensons que nous sommes dans le réel, qui est la réalité de notre concrétude, voilà, ça m'intéresse beaucoup. D'où l'idée d'ailleurs de la fin du livre qui fait ce parallélisme de manière extrêmement crue entre un monde réel et un monde faux. Et d'où aussi l'idée que ce livre est plus une expérience de pensée qu'un livre de science-fiction. Je n'ai rien contre la science-fiction, je suis un fanatique de Kadik, de H.G. Wells, de beaucoup d'auteurs. J'ai été bercé par Jules Verne, j'ai été vraiment un adorateur des écrivains américains du début des années 50, comme Clifford de Simac, Heinlein, Asimov, etc. Mais souvent, les projections se situent dans un futur lointain ou dans un autre monde. Là, on n'est pas dans une dystopie, on est dans le monde réel. C'est une proposition qui est faite au lecteur de s'interroger sur la réalité de son propre monde. Et c'est pour ça que j'appelle plutôt ça une expérience de pensée, même si c'est vrai qu'on a affaire à de la science et à de la fiction. Et ça me ramène à cette idée, une fois de plus, de la proposition de manière générale de ce que sont les romans. Qu'est-ce que sont les romans ? Et je pense à chaque fois à ce livre de Italo Calvino, qui est « Si par une nuit d'hiver un voyageur », dans lequel Italo Calvino a la perversité et le génie, simultanément, de commencer des romans, de nous faire croire que ces romans vont continuer et de les interrompre, alors qu'on a commencé à s'attacher à tous les personnages qu'il a créés. Et il le fait plusieurs fois de suite, et c'est d'une absolue cruauté, et en même temps, c'est pour le lecteur un apprentissage du deuil à la fermeture des livres. Et c'est quelque chose, au fond, auquel on n'est pas habitué, c'est-à-dire de moins en moins habitué. On a envie qu'il y ait, comme dans les séries, qu'il y ait des saisons. On attend la saison suivante. Et dans les romans qu'on a aimés, on aimerait que l'auteur continue. Moi, j'aurais bien aimé, après Madame Bovary, avoir Monsieur Bovary. Monsieur Bovary, oui. Voilà. Et il y a toute une série de livres qui obéissent à cette règle, effectivement, de la poursuite, comme la recherche du temps perdu, qui est ou les Thibauts de Roger Martin Dugard, pour prendre la littérature française, mais chez les Forsyth, pour prendre la littérature anglaise, ou chez Dickens, il y a cette idée de la saga qu'on aime, continuer, et donc dans lequel le moment du deuil est repoussé, mais à un moment donné, quand même, ça s'arrête. Voilà. Oui. Et c'est cette idée quand même du deuil dans le roman qui fait qu'on arrive à continuer à écrire, parce que si les auteurs devaient poursuivre indéfiniment leur roman, c'est une tâche qui est insurmontable. Donc on a besoin de ce deuil pour pouvoir écrire, parce qu'on sait que le roman va devoir s'arrêter. Oui, mais en tout cas, tu as laissé dehors à peu près 200 passagers du vol. Oui, j'en ai 240. J'en ai exactement. Donc, tu as beaucoup. Mais par contre... Non, j'ai du stock. Oui, tu as du stock. Mais par contre, en train de continuation, moi, quand j'ai lu la première fois, c'est la première impression. Moi, j'avais lu d'autres bouquins à toi, avant plusieurs. Et puis, surtout, je me suis mis dans la tête que tu étais très près de Miesel. Que tu étais plutôt Miesel. Mais c'est l'opinion d'un lecteur. Tu dis, Eric, voilà, mais d'autres vont en penser une autre chose. Miesel, pour moi, c'était très près de toi. À partir même d'avoir lu, par exemple, Assez d'amour, d'autres romans à toi. Alors, pour moi, le personnage de Miesel, l'écrivain, c'est un cocktail de plusieurs auteurs et de plusieurs traducteurs. Donc c'est à la fois, ça pourrait être un peu moi, parce que à un moment donné, je fais un portrait du monde littéraire qui est un peu cruel, oui. Et c'est un peu ce que je pense. Voilà. Oui. Je pensais même que ce passage, qui était très méchant avec les jurys, avec les critiques, ah oui.
qui est assez méchant. Je pensais qu'il m'interdirait en fait d'avoir le moindre prix et d'avoir des bonnes critiques, tellement c'était un passage très méchant. Et en fait, il est pris comme étant le passage d'expression de Misol, donc ça va. Mais pour moi, c'est pas moi Misol. Si je devais dire qu'un personnage me ressemble, je prendrais plutôt le personnage de cet homme vieillissant, l'architecte, qui est plus proche de moi, à la fois par l'âge, à la fois par les préoccupations, à la fois par le moment de sa vie où il se situe. Et j'avais pour le personnage de Misol en tête deux personnes que je peux citer parce qu'elles sont mortes, de manière à peu près similaire d'ailleurs. Un écrivain français que j'admire beaucoup, qui est Édouard Levé, et qui est un écrivain qui a disparu en 2008, je crois. Et un ami traducteur, qui est un traducteur de l'anglais et de l'espagnol, et qui s'appelle Bernard Höpfner, qui a traduit, par exemple, Mark Twain, qui a traduit Robert Burton, voilà, qui est Joyce, et qui est un très très bon traducteur et qui est décédé. Et ce sont ces deux personnages que j'ai mélangés, parce que tous les deux ont un destin tragique et tous les deux correspondaient à l'idée que je me faisais de Misol. Mais j'avais effectivement pour Misol une date de naissance, j'avais sa photographie, j'avais quasiment tout. Ça aide considérablement d'avoir une projection mentale des individus sur lesquels on travaille, parce qu'on peut les précipiter dans des situations qui correspondent à cette projection mentale assez facilement. Mais il y a une autre chose à propos pas seulement de ce livre-là, d'autres livres à toi, qui c'est la interpolation dans la réalité des objets qui étaient virtuels, ils ne le sont plus. Je me rappelle de Borges, par exemple, dans l'encyclopédie, qu'il met des objets de Tron over Tertius dans la réalité. Toi, tu as mis un avion, toi, tu mets des objets, puis tu as participé aussi tu as participé, parce que c'est Payès qui l'a fait, à la création d'un philosophe apocryphe qui c'est Jean-Baptiste Botul. Oui. Et puis, il y a même des auteurs, des philosophes réels qui croient qu'il existe. Oui. Et ça c'est un jeu qui apparaît dans l'anomalie aussi. Oui. En fait, quand j'ai commencé à écrire l'anomalie et que j'ai inventé le personnage de Misol, je voulais publier, j'ai pas eu le temps, je voulais publier l'anomalie de Victor Misol discrètement dans une petite maison d'édition avant de publier l'anomalie. D'accord. Donc je voulais vraiment accréditer l'existence de Misol, comme j'avais fait d'ailleurs dans un livre précédent, où j'avais fait croire qu'un personnage, un Portugais, existait vraiment. Les contes liquides. Les contes liquides, oui. Jaime Montestella, dont j'avais tout inventé. J'avais inventé les fiches Wikipédia, j'avais inventé en anglais, en portugais, en français, en allemand. Enfin, oui. J'avais des fiches Wikipédia de Jaime Montestella en toutes les langues. Et après avoir réalisé toutes ces fiches et avoir constaté que personne ne les faisait disparaître, parce que j'avais bien fait les fiches et qu'elles se répondaient les unes aux autres, donc pour Wikipédia, il existait vraiment. J'ai publié le livre de Jaime Montestella. Donc beaucoup de journalistes sont allés voir s'il existait vraiment. Il existait. Et je suis le seul auteur à avoir obtenu le prix de l'humour noir pour une traduction. Ah oui, je sais. Oui. Mais il faut peut-être que... Et c'était la gloire d'avoir réussi à avoir un prix d'humour pour un auteur que j'avais inventé. Non, mais alors, ça ne dure pas longtemps, ça dure 2 ans, 3 ans. Le petit conte des contes liquides sont géniaux. Je vais me permettre un second pour raconter en espagnol, une imitation. La idea de los cuentos líquidos que él inventa, él tiene un humor pero muy fino y como matemático. Por ejemplo, estoy inventando uno, pero que podría haberlo escrito él, que está muy parecido. Dice, célebres matemáticos de la Universidad de Harvard han descubierto y demostrado el teorema que los hijos son más jóvenes que los padres. Ese tipo de humor. Moi, je te redis en français que de très bons mathématiciens de Harvard ont démontré un théorème en disant que les fils sont toujours plus jeunes que les parents. Voilà, c'est les contes liquides. Ouais. Donc, parlez-nous un tout petit peu de ton humour. Dans pas mal des œuvres, ça veut dire pas seulement dans les contes liquides, il est partout, il y a une notion de
tu es arrivé à la réalité avec beaucoup d'humeur. Des fois c'est noir, mais pas toujours. Oui, c'est une sorte de... Bon, il y a plein de définitions de l'humour. Une des phrases, je crois que c'est Boris Vian qui disait que c'est la politesse du désespoir. Voilà, c'est une assez bonne définition. Je pense que le lecteur n'est pas là pour s'ennuyer dans les livres. Donc, de temps en temps, il faut prendre un peu de distance. Et j'aime énormément cette idée qu'il y a dans les livres une forme d'adresse au lecteur qui est de l'ordre de la distanciation. Voilà. Et l'humour en fait partie. J'ai vu un film une fois avec comment il s'appelle, Tina Fey et Steve Carell, qui sont deux acteurs américains. Et il se passe dans ce film quelque chose que je n'ai jamais vu dans un film américain. Ils sont tous les deux en train de courir depuis le début du film. C'est une sorte de pastiche du film d'action. Et à un moment donné, Steve Carell se tourne vers Tina Fey qui est en train de courir. Lui, il a des chaussures d'homme avec presque des tennis, donc il court facilement. Et elle est avec des talons. Et donc, il lui dit, mais va plus vite. Et elle lui répond, ce qui n'arrive jamais dans un film, elle lui dit, depuis le début du film, je cours avec des talons. Et je trouve que ça, c'est l'humour le plus incroyable parce que c'est l'acceptation que le spectateur sorte de l'action pour dire « je suis dans un film ». Effectivement, je suis dans un film et depuis le début, c'est vrai qu'elle court avec des talons. C'est pas sympa. Et voilà, pour moi, ça c'est la forme d'humour par excellence. La deuxième par excellence étant celle que définit Freud. Freud, dans Le Witz, ou le mot d'esprit, raconte l'histoire de cet homme qui est condamné à mort. Il est condamné à mort, et le jour de son exécution, on arrive le matin pour le réveiller, on le secoue, il se lève, et il se cogne contre le lit superposé au-dessus. Il fait « aïe !» et il fait « la journée commence mal ». Voilà. Donc pour moi, c'est ça, l'humour, c'est-à-dire une capacité à se moquer de soi-même, oui, à s'inclure dans le tableau et à faire que le monde soit une comédie. Je crois que c'est Charlie Chaplin qui disait que lorsqu'on regarde le monde de loin, de près, ça semble une tragédie, et quand on regarde de loin, c'est en fait une comédie. Oui. Et c'est pas faux. Et ça vient répondre à une autre phrase que je trouvais aussi très juste, qui est un peu différente et dont j'ai malheureusement oublié l'auteur. Je crois que c'est Horace Walpole, mais je ne voudrais pas me tromper, et qui disait que le monde est une tragédie pour ceux qui sentent et une comédie pour ceux qui pensent. D'accord. Et c'est très malin, en fait, parce que ça dit quelque chose de la manière dont il faut, à un moment donné, cesser de sentir le monde en tant qu'être humain pour arriver à le regarder comme un être éthéré qui l'observe comme on observe les mouvements des fourmis. Oui. Ça n'empêche pas de se révolter, ça n'empêche pas d'être en colère, mais à un moment donné, il faut quand même regarder les choses avec un peu de distance en se disant « mais ce monde est fou, quoi ». Comme les 1000 milliards de dollars promis à Elon Musk, est-ce que c'est une tragédie ou est-ce que c'est une comédie? Voilà. On ne sait pas. Et puis... Je pense que c'est une tragédie. Oui. Voilà. Mais c'est aussi une comédie. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'absurde qui transcende tout ça, quoi. Voilà. Mais en passant à une autre chose, je continue avec la duplication et la disparition. Toi, comme Oulipo, tu as présidé le groupe Oulipo. Je ne sais pas si tu le présides encore, mais à un certain moment, tu étais le président. Si jamais quelqu'un veut appliquer, il peut envoyer un mail à lui pour rentrer dans le groupe Oulipo. Surtout pas. Surtout pas. Pour rentrer à l'Oulipo, il ne faut jamais demander à rentrer à l'Oulipo. Il faut qu'il te découvre alors. Il faut être découvert par l'Oulipo. Il ne faut jamais taper à la porte de l'Oulipo. Ok. Ouais, c'est la tradition française, voilà, c'est style Bourbaki aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est côté
la disparition, tu fais apparaître des choses qui rentrent dans la réalité, en fait. Donc, c'est une espèce de contamination d'une réalité plus grande. C'est ce qui fait les maths, en fait. Ça crée des réalités aussi. Mais toi, tu fais un hommage à la disparition dans un petit roman polar qui s'appelle La disparition de Pérec. Et tu as eu le détail de changer la C de Pérec par une K. Okay? Donc, et puis, dans l'anomalie, pour finir mon idée, il y a quelque chose qui ressemble à la vie mode d'emploi, que c'est la combinatoire de raconter l'histoire de chaque appartement du bâtiment. Toi, tu racontes l'histoire d'une dizaine de personnes dans l'avion, quoi. Donc, je voudrais que tu nous racontes un peu ton expérience vis-à-vis de Pérec pour toi. Oui, alors c'est vrai que dans la vie mode d'emploi, Georges Perec déplace chacun des chapitres se déroule dans une des pièces d'un immeuble qui est un immeuble de, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est de 8 niveaux. Il y a les caves, il y a le rez-de-chaussée et il y a 6 étages après. Et il y a 8 fenêtres. Ce qui fait que ça reste... Pardon, il y a 8... voilà, c'est 10 fois 10. C'est 10 fois 10. Donc ça fait 99 chapitres parce qu'il y en a un où il n'ira jamais. Et il se déplace avec un cavalier d'un point à un autre. Et c'est vrai que c'est une manière de travailler qui, moi, m'intéresse. Je ne suis pas aussi systématique que Georges Perec. Par exemple, je n'ai pas essayé de parcourir tout l'avion avec les 243 passagers. J'en ai choisi un certain nombre. Mais c'est vrai que cette idée de voir un plan de l'avion, c'était indispensable pour travailler. Mais pour des raisons même techniques, c'est que j'ai besoin que certains soient en première, certains soient en seconde, certains soient invisibles par la caméra, etc. Donc, cette idée de s'imposer des structures, de s'imposer des plans pour travailler, c'est intéressant pour un auteur pour la raison suivante, c'est que ça permet d'aller à des endroits qu'on n'a pas envisagé d'aller. C'est le principal intérêt pour moi de l'utilisation de la contrainte. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est imposé une structure, lorsqu'on s'est imposé un cheminement au sein d'un plan, au sein d'un damier, on va se retrouver à des endroits qui sont des endroits qui contiennent par exemple des nécessités comme tel personnage, telle action, telle couleur. Et on sait que dans ce chapitre, on va devoir traiter tout ça, alors qu'a priori, rien dans la fiction ne l'impose. Voilà. Et donc, le fait d'avoir cette nécessité de traitement, c'est assez intéressant. Ce n'est pas tellement le cas dans l'anomalie, mais c'est très vrai dans un autre livre à moi qui s'appelle Assez parler d'amour, qui est un jeu de dominos. Donc, dans ce jeu de dominos, j'ai des personnages qui sont imposés. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai 6 personnages principaux, ce qui correspond aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les dominos, et des personnages secondaires qui correspondent aux 0. D'accord. Voilà. Et donc, chacun des chapitres traite de 2 personnages, sauf ceux qui sont des doubles, 1 et 1. Par exemple, c'est un seul personnage dont je fais le portrait. Et je pose les dominos les uns après les autres de manière à pouvoir faire une chaîne. Parfois, comme la chaîne commence à se diversifier, j'ai beaucoup plus de possibilités vers la fin que j'en ai au début. Et ça, c'est intéressant parce que je voulais poser tous les dominos. Tous les dominos. Un jeu de dominos, je crois que c'est, je ne vais pas dire des bêtises, mais c'est 28, c'est 49, c'est 28 dominos. Et donc 28 dominos, ça veut dire au moins 28 chapitres. Et dans ces 28 chapitres, il y en avait qui étaient pour moi impossibles par rapport à la narration. Par exemple, il y a 2 femmes et 4 hommes, et ces 2 femmes n'avaient pas à se rencontrer. Or, à un moment donné, j'ai besoin d'un domino qui est 3-6. Et ce sont les 2 femmes. Et donc, j'ai écrit un chapitre consacré à la rencontre de ces 2 femmes, qui n'étaient pas imposées par le roman. Et je me suis rendu compte en l'écrivant que c'était le chapitre peut-être le plus important. Okay. Parce qu'il était la métaphore de tout le roman. Il devenait, alors qu'il n'était pas imposé, le lieu où ces 2 femmes qui avaient 2 destins complètement différents et qui n'étaient pas amenées à se croisaient, et c'est l'échange qu'elles avaient, qui était un échange sur les vêtements, était complètement métaphorique de tout ce qui se déroulait dans le roman. Et sans la contrainte, je n'aurais jamais écrit ce chapitre, dont la logique, aujourd'hui, me paraît une évidence. Donc, ça fait partie de ces moments où on s'impose des choses et où, à force de travailler sur ce qui est imposé,
on finit par trouver des logiques, et ces logiques finissent par devenir même quasi essentielles par rapport aux narrations. Voilà, parce que en général, l'opinion générale des gens, c'est pas la mienne, c'est que à la littérature, si tu lui mets des restrictions, tu vas trouver rien d'intéressant. Et c'est justement le contraire, parce que ça t'oblige à créer, te mettre dans une chemise que tu n'y avais pas pensé. Oui, et puis il ne faut pas oublier que les restrictions, c'est aussi des restrictions comme par exemple la longueur. Prenez la forme la plus emblématique de la poésie française, c'est le sonnet. Voilà. Le sonnet, c'est 14 vers de 12 syllabes. Ça fait 168 syllabes. Il y a eu des millions de sonnets décrits, il y en a des magnifiques. Or, le sonnet a des règles d'une dureté absolue. Ce sont les règles des rimes A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, qui font que... Il y en a plein d'autres, il y a plein de façons d'écrire un sonnet. Mais il faut en choisir une et s'y tenir. On ne peut pas imaginer qu'on puisse absolument tout faire avec le sonnet. Or, si, on peut tout faire. On peut écrire une histoire d'amour, on peut écrire une lettre d'insulte, on peut raconter un rapport au monde, on peut tout faire. Donc, cet espace, qui est un espace extrêmement balisé, qui est extrêmement restreint, est incroyablement fécond, extrêmement fertile. C'est très riche. Et cette fertilité, elle vient de la contrainte. On est plus libre dans la contrainte du sonnet, et ça fait naître des choses auxquelles on n'a pas pensé, qui viennent de la rime, par exemple. Et parfois, on peut jouer avec ça. Victor Hugo était un être parfaitement charmant, sans doute, et odieux par certains aspects, mais il avait un grand humour. Et je vais donner un seul exemple de son humour sur la rime et de ce qu'on peut faire, avec le sonnet. Il est en train d'écrire La légende des siècles. La légende des siècles, c'est ce très long poème qui raconte l'histoire de l'humanité, qui commence par les hommes des cavernes et qui va finir par la modernité. Et dans un passage consacré à la Mésopotamie, consacré à la ville d'Ur, de Our, la ville de Our, il écrit la phrase suivante: la nuit, alors c'est intraduisible, je suis désolé pour les traducteurs, la nuit tombait sur Our et sur Jérimadet. Jérimadet ressemble à un nom de ville. Donc les chercheurs, les exégètes de Hugo ont cherché quelle était cette ville qui ressemblait à Jérusalem, qui ressemblait à Méthet, qui ressemblait à un nom de ville tout à fait plausible. Jusqu'au moment où quelqu'un s'est dit, non mais il se fout de nous, il se moque. C'est Jérimadet, c'est j'ai une rime à dette. Parce qu'un peu après, il a une rime en dette. Et il a besoin d'avoir un nom de ville qui rime avec dette. Rime avec, oui. Et donc il invente la ville Jérimadet. Voilà. C'est une provocation énorme. Et c'est, à mon avis, ce que fait naître la contrainte, parfois de l'humour aussi. Oui. Des choses comme ça, qui sont inattendues, qui sont drôles, et qui correspondent, à mon avis, à la fécondité de la contrainte elle-même. Il y a un autre auteur, qui c'est Raymond Roussel, le fameux Raymond Roussel, qui ça m'a beaucoup plu. Bon, il vit très triste à la fin, parce qu'il est mort en Italie, dans un hôtel minable. Mais il est mort à l'hôtel des Palmes. Ah, je savais pas l'hôtel. C'est un bel hôtel, un très bel hôtel. Bon, je n'ai pas eu l'opportunité. On peut même visiter sa chambre. Voilà. Elle est très belle. Mais lui, il se donnait des contraintes très chouettes, parce qu'il donnait une phrase initiale et une phrase finale. Et il fallait remplir. Ouais. Est-ce que tu as pratiqué des choses comme ça? Oui, j'ai pratiqué pour le jeu à la radio, quand je travaillais à une émission de radio qui pratiquait ce genre de choses. Oui, il avait en particulier une phrase qui était sur les bandes du vieux Pillard, oui, etc. Bien sûr. Voilà. Elle est très connue. Qui est la plus connue et où il travaillait sur l'homophonie. Oui, on peut travailler avec ça. C'est pas ce que je fais, c'est pas ma tasse de thé, mais on peut faire ça. Chaque membre de l'Oulipo a ses contraintes préférées.
Moi, je dois dire que dans la poésie, il y a une forme que j'aime particulièrement qui s'appelle la villanelle. La villanelle, je trouve ça vraiment très beau. Celle qui est la plus connue, peut-être, c'est celle de Dylan Thomas, Voilà. et qu'on peut entendre dans un film qui s'appelle Interstellar, Voilà. et qui commence par « Do not go gentle into that good night ». Et qui, en fait, raconte la mort de son père, dont il refuse qu'il meure de manière sereine. Il veut que son père se batte contre la nuit. Et donc, la forme de la villanelle est une forme très simple, qui une série de 5 tercets suivis par un quatrain. Donc, c'est une forme assez simple, mais on peut faire des centaines de choses avec. Et j'aime beaucoup cette forme-là. Et sinon, hors de la poésie, moi, j'aime les formes, les damiers. J'aime les jeux de damiers, j'aime les jeux de plateau. Voilà, on peut faire des choses avec. Oui. Bon, mais écoute, il ne reste pas longtemps, mais J'ai je vais me permettre, étant que tu es ici, je ne peux pas ne pas le faire. Et surtout que nous avons au Chili, d'ici une semaine, une élection présidentielle. Et toi, tu es très copain de pas mal de présidents de ton pays. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle Moi et François Mitterrand. Et puis, comme moi, j'admire beaucoup ce que tu fais, je me suis permis, il y a quelques jours, d'écrire une lettre à monsieur le président chilien en lui demandant qu'il met beaucoup plus d'argent dans la culture, quoi, comme ça. Et il m'a répondu 2 lignes, donc je voudrais savoir ton opinion, parce que c'est très charmant, c'est très personnel. Il me dit, la réponse de monsieur le président, c'est « Je vous remercie de monsieur Golès-Éric, je vous remercie de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser. J'en ai pris connaissance avec attention. Je vous informe que vos observations seront transmises aux services concernés afin qu'elles puissent être examinées dans le cadre des travaux en cours. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » Vraiment très personnel, tu vois. Je crois que vraiment on a beaucoup de... C'est dédié à moi, Éric Golès, t'imagines ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai écrit une pièce de théâtre. J'ai écrit une pièce de théâtre dans laquelle j'imagine un personnage qui porte mon nom et qui écrit au président Bien sûr. De la République, qui est en l'occurrence François Mitterrand, parce que dans ma pièce que j'ai écrite il y a peut-être 5-10 ans, il écrit en 82 et il reçoit tout le temps la même lettre, voilà, qui est exactement celle-là, voilà, indéfiniment, mais il ne se rend pas compte que c'est la même lettre. Voilà, absolument pas. La deuxième fois qu'il reçoit la même lettre, il dit « J'ai tout de suite reconnu le style de François. » Voilà. Ça, c'est l'humeur de voilà. Hervé Letellier. Et donc, il ne se rend compte de rien jusqu'au moment où il reçoit la même lettre que celle de... Il envoie une lettre à Chirac, qu'il a remplacé 15 ans plus tard, 14 ans plus tard. Et la lettre est évidemment la même, il reçoit la même lettre de Chirac. Oui. Et il met les 2 lettres côte à côte. Voilà, oui. Donc ce sont deux lettres exactement identiques. Et il les présente au public. Et il dit, et là, vous pensez évidemment comme moi, n'est pas François Mitterrand qui veut. Donc voilà, François Mitterrand est unique. Voilà. Et il compare les 2 lettres. Et là, puisque je suis au Chili, j'ai parlé d'un habitant d'Argentine, c'est Borges, c'est Pierre Ménard de Borges, l'auteur de Quichotte, bien sûr, qui compare les 2 textes de Pierre Ménard et de Cervantes, et je reprends même à un moment donné les arguments de Borges lorsqu'il compare le texte de Ménard et celui de Cervantes, parce que c'est tellement drôle. C'est un texte qui est paru en 1947 dans la revue Sur. Et pour moi, c'est une des formes d'humour de Borges, qui n'est pas toujours l'homme le plus drôle du monde, mais là, c'est extrêmement amusant. Bon, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Dans le temps. Et puis, je crois que ahora hay algunas preguntas del público. No estoy preguntando si eso... Il y a des questions de public, peut-être quelques minutes. Je ne sais pas s'ils vont faire une traduction, sinon, moi, je te traduis. Mais je ne vois pas grand-chose. On ne voit rien, donc c'est bien. Sí, moi, je vois tout. Voilà. ¿Hay alguna pregunta?
¿Sugerencia, comunicación, alguna carta, alguna autoridad? Je demande s'il y a une lettre pour une autorité qu'on peut te demander de faire. Ahí parece que hay una pregunta. Hola, me gustaría saber su opinión con... Un poquito más lejos el micrófono. Ah, ya, se muy escucha fuerte. muy lejos. Ya, ok. ¿Ahí? Sí. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Me gustaría saber su opinión con respecto a esta posibilidad de que si en la obra que nos contó hay dos universos que se encuentran, dos como posibilidades que están sucediendo al mismo tiempo y que por algún error cohesionan y están en el mismo plano, en la misma dimensión. Dentro de ese contexto, ¿qué piensa él con respecto a que están sucediendo múltiples dimensiones en este mismo instante? Solamente que no estamos conectadas a todas las versiones que estamos siendo y como si en cada decisión fuera apareciendo una nueva posibilidad. Bueno, quizás es muy largo para traducirlo. Non, je vais essayer de te traduire ce que j'ai compris, que peut-être ce n'est pas la question, mais c'est la translation. D'accord. Il y a ce moment, pendant l'heure qu'on était ici, il y a eu peut-être des univers qui ont collisionné. Donc il y a une multiplication de réalités des univers qui collisionnent tout le temps, et des bifurcations. Donc la question c'est qu'est-ce que tu en penses de ça? Peut-être parler des univers qui collisionnent pour essayer de donner une explication et peut-être elle pense qu'il y a des univers complets qui sont en train de réalité en parallèle, qui viennent ensemble, qui font une collision, qui peut-être c'est là qui s'explique par exemple l'apparition de deux avions, etc. Et elle demande si, maintenant que nous sommes en train de parler ici dans ce théâtre, c'est une coupure, une espèce de coupure d'une réalité, et il y en a plusieurs réalités. C'est ça comme j'interprète à peu près ce qu'elle a demandé. Oui, c'est pareil, c'est ça. Oui, en fait, c'est une théorie. C'est la théorie de la multiplicité des mondes de Lewis, enfin, qui est depuis un mathématicien qui s'appelle Lewis, depuis une bonne trentaine ou quarantaine d'années, qui est une théorie intéressante, qui est l'idée des multivers, qui depuis s'est complètement presque banalisée, c'est l'idée des multivers. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je sais que ça serait une des conséquences de la théorie des cordes, que je ne connais pas bien, parce que c'est une théorie très compliquée. Et non seulement c'est une question qui est liée à la théorie des cordes, mais ça permettrait de comprendre un phénomène qu'aucun mathématicien et physicien n'a encore compris, qui est ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui fait que lorsqu'on observe une particule à un endroit donné, on sait qu'on a observé la particule à un autre endroit. C'est l'expérience du physicien français Aspect qui a montré ça il y a des années. Donc moi, je n'ai pas la réponse à ça. Je trouve l'idée extrêmement poétique. Et ce que je trouve très intéressant, en fait, dans les théories physiques du monde aujourd'hui, c'est qu'elles échappent à notre compréhension. Oui. Et c'est un vrai problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de penser le monde. Absolument. Je me souviens de la phrase de Paoli, qui est un mathématicien et un physicien des années 30. Il descend d'un train et un journaliste lui dit « Monsieur Pauli, il paraît que vous êtes une des 3 personnes qui compreniez la physique quantique. » Et Pauli le regarde et lui dit « Qui sont les 2 autres ?» Et pour moi, ça correspond en fait à notre situation aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde et la compréhension du réel est devenu tellement complexe, la théorie des cordes en est un des exemples, qu'on a du mal à simplifier le monde pour nous. Je pense qu'il n'est plus simplifiable, le monde. Le réel du monde n'est plus simplifiable pour nos esprits. C'est une des raisons pour lesquelles on pense maintenant confier ça à des intelligences artificielles qui vont nous expliquer le monde, parce que nos petits intellects ne sont plus capables de le penser. Et c'est un vrai problème d'arriver à un niveau de complexité du monde tel qu'il échappe à nos petits cerveaux. Mais c'est tout à fait possible que ce soit le cas. Je ne pense pas, par exemple, que les fourmis comprennent que le monde se divise en atomes avec des électrons en brouillard. Donc on est peut-être dans cette situation des fourmis qui devront faire appel à des êtres plus intelligents pour donner une explication plus plausible à des phénomènes qui aujourd'hui encore nous échappent, comme l'intrication quantique. Ok, merci. Est-ce que Gracias, alcanzamos merci. para otra pregunta?
yo no veo, porque veo la luz solamente. ¿Alcanzamos para otra pregunta? Buenas tardes. A ver, ok. Me preguntaba, ¿quién sería el sí mismo? ¿Si el que llega ahora o el que llega 3 meses después? ¿Qué sería el sí mismo? ¿Puedes repetir la primera parte que no escuché? Sí. Me preguntaba, ¿quién es el sí mismo? ¿El que llega ahora o el que llega 3 meses después? Bon, c'est une question, grosso modo, qui est le vrai? Celui-là qui arrive maintenant ou celui-là qui arrive 3 mois après? D'ailleurs, la question, je peux me la dire. Le premier avion, c'est la copie ou la copie, c'est le deuxième? Oui, c'est une des questions que se posent en fait les mathématiciens qui sont confrontés au problème. Ils n'ont pas la réponse en fait parce que rien ne prouve que le premier ne soit pas une copie du deuxième ou que le deuxième ne soit pas une copie du premier. C'est une question. C'est pour ça que ça s'appelle l'anomalie. Qu'est-ce que c'est qu'une anomalie en physique et en mathématiques? C'est ce qu'on appelle dans une courbe une rupture de la continuité. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que la courbe fait ceci, alors qu'en fait, à un moment donné de la courbe, il y a ça. Il y a un deuxième point, de ce qu'on appelle un point d'anomalie, qui fait qu'il y a une rupture de la continuité. Donc en fait, on ne sait pas ce que c'est que le temps. C'est une question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est que le temps? Est-ce que le temps est continu ou est-ce que le temps est granulaire? Est-ce qu'on a des grains de temps? Est-ce que le temps, il y a ce qu'on appelle le temps, en matière de physique, il y a ce qu'on appelle le temps de Planck. Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes à peu près. C'est très petit. il y a 43 zéros après le zéro et la virgule. Et donc, après ce temps de Planck, on ne sait pas si le temps ne serait pas granulaire. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette idée de la granularité du temps, c'est que peut-être que les deux sont des copies d'un troisième qu'on n'a pas. L'avion aurait vraiment disparu et il y aurait deux copies, une qui semble continuer le temps initial et une qui ressurgit plus tard mais qui n'est que la copie du premier. Je n'ai pas la réponse à ça et je pense que les mathématiciens qui réfléchissent à ça ne l'ont pas non plus, mais c'est pour ça que j'ai pris le titre l'anomalie, parce que ça reprend cette idée de la continuité et de la rupture de continuité. Quand j'étais mathématicien, je n'étais pas du tout topologiste et je n'étais pas du tout non plus c'est de la géométrie algébrique. Donc moi j'étais théoricien des nombres et on ne se posait pas ces problèmes parce qu'on travaillait avec ce qu'on appelle le discret, donc les unités. Mais la question de la continuité est une question extrêmement intéressante en mathématiques. Oui, non, et surtout que, pour ajouter seulement un mot, la discrétisation, si l'univers est discret ou continu, on dirait, bon, c'est quelque chose de résolu, pas du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques, et en particulier des informaticiens comme Stephen Wolfram, qui pensent que tout l'univers se fait des algorithmes, des trucs discrets. Donc la nature, pour lui, serait discret. Bien sûr, il y a d'autres qui disent le contraire. Et je ne sais pas s'il y a un commentaire ou plus de questions. Mais c'est une question très ancienne. Oui. Très ancienne. Elle est même chez Platon. Oui. Parce que chez Platon, il y a cette idée du temps d'avant et du temps d'après. Le temps d'avant n'existe plus. Le temps d'après n'existe pas encore. Donc, et le temps du milieu est infiniment petit. Donc est-ce que le temps existe? Il s'en va. Et c'est une question, une expérience de pensée, là aussi, que tout le monde peut faire. Où existe-t-on? Et c'est un des problèmes de l'humanité, c'est de savoir dans quel laps de temps on s'autorise à exister. Est-ce qu'on existe? Est-ce que tout ce qui est passé est disparu? Alors en fait, humainement, c'est impossible à accepter, parce que ça veut dire que le passé n'existe plus. Et quel est le futur? On ne le sait pas non plus. Donc c'est vraiment une question fondamentale derrière cette idée des deux avions et de leur divergence. Oui, la question du temps se pose à ce niveau-là. Qu'est-ce que le temps? Et personne, je pense, n'en aura la réponse avant un bout de temps. Oui.
avant un Merci. bout de temps. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a un temps pour une autre question? Une. La última pregunta, si hay alguna pregunta. Allô? Je vais poser la question en français si c'est pas un problème. Mais, on croit que ce n'est pas un problème. C'est Alors, bon. deux choses. Après, je peux répéter en espagnol. 5 minutes avant le début de la conférence, le magazine Science et Vie publie un article qui dit, je vous lis textuellement, « Désolé, la matrice n'existe pas. Les mathématiques prouvent que l'univers ne peut pas être une simulation. » Publié il y a exactement 40 minutes. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu ouvrir le document, donc je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais la synchronicité avec la conférence est quand même assez intéressante. Oui, j'ai publié cet article juste avant la conférence volontairement. Je n'ai pas lu l'article, mais je sais que périodiquement, ce genre de choses est affirmé. Je suis très curieux de le lire, hein. Je suis très avide de démonstrations de cette chose. Parce que je ne vois pas très bien au niveau simplement philosophique comment c'est possible. Oui, moi je crois que je parle comme mon spécialité, mon métier des problèmes de complexité, d'indécidabilité, que c'est un problème indécidable, qu'on ne peut pas savoir. Mais bon, ça, c'est une discussion très... C'est côté Gödel, côté Turing. Voilà. Oui. Et pardon, j'avais une deuxième chose que je veux... Et Cantor. Cantor, oui, bien sûr. Et Cantor. Enfin, voilà, la théorie de Cantor, justement, parle de l'indécidable et parle ce qui est intéressante. Mais je vais lire l'article avec beaucoup d'intérêt. Voilà. La deuxième chose, je finis avec ça. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez athée, si j'ai bien entendu ça. Dieu merci. Alors, moi, il y a une chose je voulais vous travailler là-dessus. Parce qu'on peut voir ça d'une certaine façon. Si on est dans une simulation, ça veut dire qu'il y a des êtres supérieurs qui créent la simulation. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas dire que d'une certaine manière, si on est dans une simulation, ce sont des dieux qui nous créent? Est-ce que ce n'est pas juste un problème de vocabulaire, en fait? Oui, Dieu a toujours été un problème de vocabulaire, hein, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est dans Lucrèce, dans De Natura Rerum, Oui. qui est un livre athée, hein, parce que Lucrèce, la question de la nature se pose en ces termes-là, c'est-à-dire que les dieux ne sont pas une hypothèse agissante. Donc si Dieu n'est pas agissant, si Dieu n'est pas jugeant, pourquoi pas? Si ça n'a aucune importance. Voilà, c'est un très vieux thème. Mais vous avez raison, si nous sommes créés, effectivement, ça pose la question de la création. Autrement, si nous sommes simulés, c'est que nous sommes a priori des objets qui avons un début, non seulement un début génétique, mais un début et une fin, dans un contexte dans lequel d'autres ont peut-être aussi d'ailleurs un début et une fin, hein, mais qui seraient des êtres très supérieurs. Je n'ai rien contre l'hypothèse. C'est la question et que c'est pas opératoire, quoi. C'est toute la question pour moi qui se pose, c'est est-ce que c'est opératoire ou pas. Et la chose qui me choque le plus dans l'idée de Dieu, et je vais juste, c'est le pari de Pascal. Parce que le pari de Pascal a toujours été présenté comme une chose extrêmement logique. En tout cas pour Pascal, je rappelle le pari de Pascal, hein, c'est si j'agis selon les règles de Dieu, je gagne tout, et si je n'agis pas selon les règles de Dieu, je perds tout. Donc autant tout gagner plutôt que tout perdre. Or, ce qui est absurde dans la théorie chez Pascal, c'est qu'il ignore le nombre de dieux qui ont existé sur Terre, qui vont de justement Baal, en passant par les dieux précolombiens, en passant par le monstre à spaghetti volant des Pastafarians. Donc, c'est un des problèmes du pari de Pascal. Je trouve que ce n'est pas opératoire pour moi, donc
C'est juste la question de mon athéisme se pose d'une manière simple. Mon athéisme, c'est simplement l'idée que je ne pose jamais la question de Dieu, plus que de l'idée de me battre. Dans l'anomalie, j'ai la phrase suivante qui dit « Dieu, c'est comme le bridge. Je ne crois pas au bridge, je ne me réunis pas néanmoins avec des gens qui ne croient pas au bridge, je ne me bats pas contre le bridge, je ne mène pas une lutte idéologique contre le bridge. » Voilà. Voilà. Donc, je crois que... Très bien pour le bridge. On est là. Ouais. On te remercie beaucoup. Voilà, merci. Gracias.